Je m'appelle Joseph, j'ai 32 ans, et mon frère a délibérément dit au chef d'ajouter un ingrédient spécial à ma soupe, manquant de peu de me tuer. Avant de vous parler de la preuve indéniable qui a détruit sa vie, et du témoin milliardaire qui m'a aidé à l'obtenir, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'aime toujours voir à quel point ces histoires voyagent loin. C'était censé être la grande soirée de Julien. C'était toujours le cas, n'est-ce pas? C'était la dynamique que nous avions, il était le soleil, et le reste d'entre nous n'était que des planètes assez chanceuses pour orbiter autour de lui. Nous étions chez Itoili, un de ces restaurants du centre-ville où le menu n'affiche pas les prix et où l'éclairage est si faible qu'on distingue à peine ce qu'on mange. C'était une célébration pour sa promotion au poste de directeur des relations publiques chez Thorn Global. J'ai ajusté ma cravate, me sentant mal à l'aise. Je restaure des livres anciens pour gagner ma vie. Mes mains sont habituellement tachées d'encre, ou sentent le vieux parchemin, et non enroulées autour de flûtes de champagne en cristal. Mais j'étais là. On répond toujours présent pour la famille, n'est-ce pas? C'est ce que ma mère, Cordelia, m'avait martelé dans la tête depuis l'âge de 5 ans. Joseph, on dirait que tu es à un enterrement, tonna Julien, en me tapant lourdement sur l'épaule. Il avait déjà bu 3 verres, son visage était rouge, et il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que toute ma voiture. Égaie-toi. C'est une fête. Essaie d'avoir l'air de ne pas être misérable pour une fois. Je suis heureux pour toi, Julien, ai-je dit. Et je le pensais vraiment, ou du moins j'essayais. C'est un grand poste. Un énorme poste, a-t-il corrigé, faisant un clin d'œil à une serveuse qui passait. C'est colossal. Thorn Global, c'est la cour des grands. Et ce soir, nous festoyons. Mon père, Alistair, était assis en bout de table, regardant Julien avec ce regard, une fierté pure et sans filtre. Un regard que je n'avais jamais reçu, même lorsque j'avais décroché mon premier contrat muséal. À Julien, a trinqué papa, levant son verre. Le garçon en or qui a enfin obtenu la couronne qu'il mérite. Tout le monde a applaudi. J'ai siroté mon eau. Je devais être prudent. J'ai une grave allergie aux crustacés, en particulier aux crabes. Ce n'est pas juste une éruption cutanée, ou une gorge qui gratte, c'est l'anaphylaxie. Ma gorge se ferme, ma tension artérielle chute, et si je n'obtiens pas d'épinéphrine rapidement, je suis perdu. Toute la famille le savait. Nous avions passé suffisamment de temps aux urgences lorsque j'étais enfant à cause de contamination croisée. Les amuse-bouches sont arrivés. J'avais déjà vérifié auprès du serveur, un jeune homme nommé Andy qui semblait terrifié par tout, que ma soupe aux champignons était sûre. Pas de bouillon de fruits de mer, n'est-ce pas, avais-je demandé. Non, monsieur, bouillon de légumes purs. Le chef le fait frais, m'avait assuré Andy. Mais lorsque la soupe a atterri devant moi, Julien s'est penché. Il y avait un éclat étrange dans son œil. Pas l'arrogance habituelle, mais quelque chose de plus vif, de malveillant. Mange, Joe, a souri Julien. J'ai demandé au chef de te la faire spéciale. Je lui ai dit que mon petit frère avait un palais raffiné. Elle contient un ingrédient spécial. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire? Mange juste ta soupe, Joseph, soupira ma mère, levant les yeux au ciel. Ne commence pas tes drames. C'est une soupe aux champignons. Julien essaie d'être gentil avec toi. Oui, Joe. N'insulte pas le chef, a provoqué Julien. Ou tu veux ruiner ma fête de promotion en étant difficile? La pression des pairs était palpable. Les invités, les nouveaux collègues de Julien, quelques cousins, me regardaient tous. Je ne voulais pas être celui qui pose problème. Je ne voulais pas être le rabat-joie. J'ai regardé la surface brune et crémeuse de la soupe. Elle sentait la terre, comme les champignons. J'ai pris ma cuillère. D'accord, ai-je dit doucement. Merci, Julien. J'ai pris une première cuillerée. C'était riche, savoureux. Puis j'en ai pris une seconde. La réaction a été instantanée. Cela a commencé par un picotement au fond de ma bouche, comme si j'avais avalé une plume. Puis la chaleur m'a frappé. Une sensation de brûlure a dévalé mon œsophage et a explosé dans mon estomac. Mes paumes ont commencé à me démanger violemment. J'ai laissé tomber la cuillère qui a cliqueté contre la porcelaine, ce bruit coupant net les bavardages. Joe, a demandé Julien, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? L'ingrédient spécial est-il trop fort pour toi?
J'ai saisi ma gorge. J'avais l'impression que quelqu'un avait enroulé une épaisse ceinture de cuir autour de ma trachée et la serrait fort. J'ai essayé d'inspirer, mais seul un sifflement est sorti. Crabe. C'était forcément de l'huile de crabe concentrée. Il recommence, a annoncé Julian à la table, en riant. Regardez-le. La reine du drame doit toujours être au centre de l'attention. Je me suis levé, renversant ma chaise. Ma vision commençait à se rétrécir. Des taches noires dansaient devant mes yeux. J'ai griffé ma poche de veste pour mon épipène, mais mes doigts étaient maladroits, engourdis. « Assieds-toi, Joseph » a aboyé mon père. « Tu mets ton frère dans l'embarras. » Je ne pouvais pas parler. J'ai pointé ma gorge, les yeux exorbités. J'ai regardé ma mère, la suppliant de m'aider. Elle a juste détourné le regard, sirotant son vin, refusant de reconnaître la scène que je faisais. C'est alors que la pièce a commencé à tourner. Je suis tombé à genoux. Le tapis était rugueux contre mes mains. J'entendais les invités halter, mais le rire de Julian était la chose la plus forte dans la pièce. « Oh, laisse tomber, Joe. C'est juste un peu d'huile. Endurcis-toi. » J'étais en train de mourir. Je le savais. C'était la fin. J'allais mourir sur le sol d'un restaurant pendant que mon frère riait. Puis, un flou de mouvement. Un homme en costume gris impeccable, assis dans une cabine privée toute proche, a sauté par-dessus la cloison basse qui séparait nos tables. Il n'a pas hésité, il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il a vu mon visage, il a vu l'urticaire éclater sur mon cou, et il a compris. « Appelez le 91 » a rugi l'homme. Sa voix était autoritaire, impérieuse. Elle a coupé la musique et les rires comme un couteau. Il était à côté de moi en une seconde. Il m'a attrapé l'épaule, me stabilisant. « Où est-il ? Où est votre stylo ?» J'ai tapoté ma poche faiblement. Il a tendu la main, a sorti l'épipène, et sans une seconde d'hésitation, il l'a enfoncé dans ma cuisse. Le clic de l'aiguille a été le son le plus fort du monde. « L'adrénaline est injectée » a dit l'étranger, sa main ferme sur mon épaule. « Restez avec moi, mon ami. Respirez. » La décharge m'a frappé. Mon cœur tambourinait contre mes côtes comme un oiseau piégé. L'étau autour de ma gorge s'est desserré d'une fraction seulement. Juste assez pour aspirer une bouffée d'air déchiré et désespéré. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Julian s'est avancé, essayant de reprendre le contrôle de sa fête. « Éloignez-vous de lui. Il va bien. Il est juste. » L'étranger a levé les yeux, et c'est là que la pièce est devenue silencieuse. C'était Magnus Thorn, le PDG milliardaire de Thorn Global. Le nouveau patron de Julian, l'homme que Julian essayait d'impressionner toute la nuit, espérant obtenir 5 minutes de conversation avec lui. Magnus n'a pas regardé Julian avec respect. Il l'a regardé avec un dégoût pur et non fardé. « Fermez votre bouche » a dit Magnus, sa voix basse et dangereuse. Il est en choc anaphylactique. Vous le regardiez mourir. Monsieur Thorn, je n'ai pas, bégaya Julian, le visage décoloré. Je m'évanouissais à nouveau. L'adrénaline m'achetait du temps, mais la réaction était grave. Les ambulanciers ont fait irruption par les portes. Alors qu'ils me soulevaient sur la civière, j'ai vu Magnus se tourner vers son chef de la sécurité. Il a pointé du doigt ma table. Mon bol de soupe. Personne ne touche à ce bol, a ordonné Magnus. Sécurité. Scellez cette table. C'est une scène de crime. Et appelez la police. La police, balbutia mon père. Monsieur Thorn, ce n'est sûrement pas nécessaire. C'est un malentendu familial. Un malentendu ? Magnus a ajusté ses manchettes, ses yeux froids comme de la glace. Je viens de voir un homme essayer d'assassiner son frère. Sécuriser la preuve. C'est la dernière chose que j'ai entendue avant que l'obscurité ne m'emporte complètement. Je n'ai pas vu la peur dans les yeux de Julian. Je n'ai pas vu ma mère enfin se lever, l'air terrifié. Tout ce que je savais, c'est que la partie avait changé. Et pour la première fois de ma vie, je ne jouais plus selon leurs règles. L'obscurité n'était pas vide. Elle était remplie de souvenirs. Lorsque votre cerveau est privé d'oxygène, puis inondé d'adrénaline et de sédatifs, il exhume les choses que vous essayez le plus d'oublier. J'avais 10 ans à nouveau. C'était l'été.
Nous avions un chiot golden retriever nommé Buster. C'était mon chien. Je le nourrissais, le promenais, nettoyais ses besoins. Julian, qui avait 13 ans, ignorait le chien, à moins qu'il ne veuille se donner un air cool devant ses amis. Un après-midi, je suis rentré de l'école pour trouver Buster gisant immobile au bas des escaliers de la terrasse. Son cou était brisé. J'ai hurlé. J'ai pleuré jusqu'à en vomir. Julian était assis sur le porche, jouant à sa Game Boy, imperturbable. Il est tombé, a dit Julian, sans même lever les yeux. Chien maladroit. Tu aurais dû mieux le dresser, Joe. Mais je savais que Buster n'était pas tombé. La rampe était trop haute. Quelqu'un avait dû le pousser, ou le jeter. Lorsque j'ai essayé d'en parler à mes parents, ma mère m'a saisi le bras, ses ongles s'enfonçant. Arrête ça, Joseph, a-t-elle sifflé. C'était un accident. N'ose pas blâmer ton frère. Il est déjà assez traumatisé d'avoir dû voir ça. Pourquoi es-tu toujours si vicieux? Vicieux? C'était le mot qu'ils utilisaient pour moi. Chaque fois que je signalais la cruauté de Julian, j'étais vicieux. Chaque fois que je me défendais, j'étais difficile. Chaque fois que je réalisais quelque chose, j'étais chanceux. Chaque fois que Julian échouait, c'était la faute du monde, et c'était mon travail de le réparer. Cette dynamique est devenue l'architecture de nos vies. Julian était l'enfant en or, l'extraverti charismatique qui pouvait charmer les oiseaux sur les arbres, mais qui était incapable de tenir une promesse. J'étais le bouc émissaire, l'introverti silencieux qui nettoyait les dégâts. Je me suis lancé dans la restauration de livres parce que les livres ne vous mentent pas. Ils ne vous manipulent pas. Si une page est déchirée, elle est déchirée. Vous la réparez avec patience, avec de la pâte d'amidon et du papier japon. Vous ne pouvez pas charmer un livre pour qu'il soit réparé, vous devez faire le travail. Julian s'est lancé dans les relations publiques parce que c'était parfait pour lui. C'était l'art de transformer les mensonges en vérité. Il a fait carrière en s'attribuant le mérite du travail des autres. Mais pourquoi Magnus Thorne était-il là ce soir-là? C'était la pièce du puzzle que ma famille ne comprenait pas. Une semaine avant la fête, Magnus Thorne était entré dans mon petit atelier poussiéreux, dans le vieux quartier. Je ne savais pas qui il était au début. C'était juste un homme dans un beau costume, tenant une première édition en ruine de Don Quichotte. On m'a dit que vous aviez les meilleures mains de la ville, m'avait-il dit. Nous avons passé 2 heures à parler, non pas d'affaires, d'action ou de stratégie de relations publiques. Nous avons parlé du grain du papier, de la chimie de l'encre, de l'importance de préserver l'histoire. Il a vu la passion que j'avais. Il a vu la précision de mon travail. Je construis une bibliothèque privée, m'a dit Magnus à la fin. Ce sera la collection de littérature du XVIIe siècle la plus importante du pays. J'ai besoin d'un conservateur principal, quelqu'un pour la restaurer et en prendre soin. C'est un engagement à vie, une autonomie totale et le salaire. Il a écrit un chiffre sur un morceau de papier qui m'a fait tourner la tête. C'était plus que ce que je gagnerais en 10 ans. Je n'ai offert cela à personne d'autre, a-t-il dit. C'est vous que je veux, Joseph. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille. Je voulais d'abord signer le contrat. Je voulais une chose qui soit à moi, entièrement à moi, avant que Julian ne trouve un moyen de la souiller. Mais Julian, il a le nez pour ce genre de choses. Il a dû le découvrir. Flottant dans mon lit d'hôpital, les pièces ont commencé à s'assembler. Julian était obsédé par le compte Thorne Global depuis des mois. Il avait besoin de cette promotion. Il avait besoin d'être l'homme principal. Mais si son petit frère, le raté, l'original avec les vieux livres, devenait soudain le conservateur personnel du PDG, si je devenais celui qui avait une ligne directe avec Magnus Thorne, cela détruirait l'ego de Julian. Cela déplacerait la dynamique du pouvoir dans la famille pour la première fois en 30 ans. Il ne pouvait pas supporter cela. Alors, il a décidé de me retirer de l'équation. Il ne voulait pas seulement m'embarrasser. Il voulait m'incapaciter. Si j'avais été hospitalisé pendant quelques jours, j'aurais manqué la réunion de suivi avec Magnus. J'aurais eu l'air faible, peu fiable. Julian avait probablement prévu d'intervenir, d'arranger les choses, peut-être de dire à Magnus que j'étais trop chétif pour un travail aussi exigeant. Ou peut-être que c'était plus sombre que ça. Le bip du moniteur cardiaque m'a ramené au présent. Ma gorge était tapissée de papier de verre. Ma poitrine me faisait mal. J'ai ouvert les yeux.
La chambre d'hôpital était stérile et blanche. Et ils étaient là, la trinité impie. Ma mère faisait les 100 pas près de la fenêtre, regardant sa montre. Mon père lisait un magazine. Et Julien? Julien était assis dans le coin, en train de texter. Il avait l'air ennuyé, pas plein de remords. Il est réveillé, a dit mon père, posant le magazine. Aucune trace de soulagement dans sa voix, juste un ton d'observation. Ma mère s'est précipitée. Oh, Dieu merci. Joseph, tu nous as vraiment fait peur. J'ai essayé de parler, mais ma voix n'était qu'un croassement. De l'eau. Elle m'a versé une tasse. Tiens, bois doucement. Tu sais que tu as une gorge sensible. Gorge sensible. Pas choc anaphylactique causé par un empoisonnement. Gorge sensible. Bon, tu vas bien maintenant, a dit Julien, sans lever les yeux de son téléphone. Le docteur a dit que c'était tout juste, mais tu vas bien. L'épinéphrine fait des merveilles, hein. Je l'ai fixé du regard. La rage était un œuf froid et dur dans mon estomac. Tu as mis du crabe dans la soupe. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Ne sois pas ridicule, a immédiatement claqué ma mère. C'était un accident, Joseph. La cuisine a fait une erreur. Une contamination croisée. Ça arrive tout le temps. Ingrédient spécial, ai-je dit, forçant les mots à sortir. C'était une blague, Joe, Julien a levé les mains. Je leur ai demandé de mettre de l'huile de truffe. Peut-être que le chef a utilisé la même louche ou quelque chose comme ça. J'essayais de t'offrir quelque chose de bien. Et voilà le remerciement que j'obtiens. Tu m'accuses? Tu as ri, ai-je chuchoté. Tu m'as regardé suffoqué. Je croyais que tu faisais semblant, a crié Julien, se levant. Parce que c'est ce que tu fais. Tu essaies toujours de ruiner mes moments. C'était ma fête de promotion, et tu as dû faire une scène par terre devant Magnus Thorn. Julien, assieds-toi, a dit mon père, mais ses yeux étaient sur moi. Joseph, écoute-moi. C'est une situation délicate. Monsieur Thorn est contrarié. Il a l'idée folle que c'était intentionnel. Il a impliqué la police. Tant mieux, ai-je dit. Le visage de mon père s'est durci. Non, pas tant mieux. Écoute-moi. La carrière de Julien est en jeu. Si ça se sait, s'il y a une enquête, il perd tout. Thorn Global va le licencier. Il pourrait être mis sur liste noire. Il a essayé de me tuer, ai-je dit plus fort cette fois. Il n'a rien fait de tel, s'est écriée maman, les larmes coulant soudainement sur son visage. Comment peux-tu dire ça de ton propre frère? Il t'aime. C'était au pire une blague qui a mal tourné. Veux-tu vraiment envoyer ton frère en prison pour un bol de soupe? Veux-tu détruire cette famille? Voilà. L'arme ultime. Détruire la famille. Nous avons besoin que tu dises à la police que c'était un accident, a dit papa, sa voix tombant dans un murmure conspirateur. Dis-leur que tu as oublié de mentionner ton allergie au serveur, ou que tu as pris une bouchée de la nourriture de quelqu'un d'autre. Prends la responsabilité, Joseph, pour la famille. Nous nous rattraperons, a ajouté Julien, son ton s'adoucissant en ce charme mielleux. Je paierai tes frais d'hôpital. Je te donnerai même un petit extra. Fais juste disparaître ça. Thorn t'écoute. J'ai vu la façon dont il t'a regardé. Dis-lui juste que c'était un malentendu. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Pendant 32 ans, j'avais acheté leur amour. J'avais payé avec ma dignité, mon bonheur, mon estime de soi. Je les avais laissés me marcher dessus parce que je pensais que si j'étais juste assez bon, juste assez indulgent, ils finiraient par m'aimer en retour. Mais en regardant le visage égoïste de Julien, les larmes manipulatrices de ma mère, et le froid calcul de mon père, j'ai réalisé que la banque était vide. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient mon utilité. Ils aimaient avoir un punching ball. Et ils me demandaient de couvrir ma propre tentative de meurtre. J'ai fermé les yeux. Sortez, ai-je chuchoté. Joseph, sois raisonnable, a commencé papa. Sortez, ai-je crié. Le son a déchiré mes cordes vocales endommagées, mais il a eu assez de puissance pour les faire sursauter. Bien, a ricané Julien. Fais la tête. Nous reviendrons quand tu seras moins émotif.
Rappelle-toi juste qui paie ton appartement quand ta petite affaire de livre a un mois creux. Oh, attends. Tu ne prends pas d'argent de nous. Tu es trop fier. Eh bien, la fierté ne te tient pas chaud, Joe. Ils sont sortis. Julien a claqué la porte. Je suis resté là, dans le silence. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de fureur pure et fondue. Je n'allais plus être le bouc émissaire. J'allais être le loup. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte. Je m'attendais à ce que mes parents reviennent pour la 2e manche des Jeux Olympiques du gaslighting. Je me suis préparé, mais ce n'était pas eux. C'était Magnus Thorn. Il est entré, portant une chemise cartonnée, l'air de ne pas avoir dormi, mais toujours impeccablement habillé. Il a tiré une chaise près de mon lit. « Comment va la gorge » a-t-il demandé doucement. « Elle fait mal » ai-je dit. « Mais je suis vivant. Grâce à vous. » « Ne me remerciez pas encore » a dit Magnus d'un air sombre. Il a posé le dossier sur la tablette. « Joseph, j'ai besoin de vous montrer quelque chose, et j'ai besoin que vous vous prépariez. Ce que je vais vous montrer va faire plus mal que l'anaphylaxie. » J'ai hoché la tête. « Montrez-moi. » Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un rapport de laboratoire. J'ai un laboratoire privé que j'utilise pour les tests de toxicologie d'entreprise, a expliqué Magnus. J'ai envoyé la soupe là-bas immédiatement. Nous avons contourné le protocole hospitalier standard pour obtenir des résultats plus rapides. Il a pointé une ligne surlignée. Huile de crustacés concentrée, 15%. Ce n'était pas une contamination croisée, Joseph, a dit Magnus, sa voix basse. La contamination croisée, c'est des parties par million. Ceci, c'est une arme. Quelqu'un a versé au moins 2 onces de concentré de crabe pur dans ce bol. C'est suffisant pour vous tuer 3 fois. J'ai fixé les chiffres. C'était une chose de le soupçonner, c'en était une autre de le voir noir sur blanc, 15%. Et il y a plus, a continué Magnus. J'ai demandé à mon équipe de sécurité de récupérer les images de surveillance du restaurant. Où nous avons essayé. Les images de 19h à 20h30 ont disparu, a dit Magnus. Supprimé. Quelqu'un est entré dans le système, et le directeur du restaurant est soudainement très difficile à joindre. Julien, ai-je murmuré. Votre frère n'est pas assez intelligent pour pirater un système de sécurité, a dit Magnus. Mais il est assez intelligent pour soudoyer quelqu'un qui peut le faire, ou pour le menacer. Magnus s'est penché en avant. Joseph, je vais être direct. J'ai viré votre frère ce matin pour faute grave. L'inconduite flagrante est le terme légal, mais ce n'est que le début. Il a essayé de tuer mon futur conservateur principal. Il a essayé de tuer mon ami. Entendre un milliardaire m'appeler son ami était surréaliste, mais j'étais trop en colère pour m'y attarder. Mes parents veulent que je laisse tomber, ai-je dit. Ils veulent que je dise que c'était un accident. Magnus a hoché la tête lentement. Je m'y attendais. Les facilitateurs protègent généralement l'agresseur jusqu'à la toute fin. Mais voici la réalité. Si vous abandonnez ça, il le fera à nouveau. La prochaine fois, ce sera peut-être du liquide de frein dans votre voiture, ou une poussée dans les escaliers. Les hommes comme Julien ne s'arrêtent que lorsqu'on les arrête. Il avait raison. L'image de Buster le chien m'a traversé l'esprit. Julien ne s'était pas arrêté à l'époque. Il ne s'arrêterait pas maintenant. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. Vous vous battez, a dit Magnus. Et vous ne vous battez pas loyalement. Vous vous battez pour gagner. J'ai un avocat. Elias Vance. C'est un requin. Il est dehors en ce moment. Si vous dites le mot, il vous représente. Pro bono. Je couvre tous les frais. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi faites-vous ça pour moi? Magnus m'a regardé et son expression s'est adoucie. Parce que j'avais un frère comme Julien. Et je ne l'ai pas arrêté à temps. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. J'ai pris une profonde inspiration. La douleur dans ma gorge était un rappel, un carburant. Faites-le entrer, ai-je dit. Elias Vance était un homme petit avec des lunettes et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le sourire d'un prédateur. Il s'est assis et a sorti un bloc-notes. Nous avons le rapport toxicologique, a dit Elias.
Cela prouve l'arme. Maintenant, nous devons prouver l'intention. Nous devons lier Julien directement au chef. Le chef? Bastion, ai-je rappelé. Il avait l'air nerveux quand je suis entré. Bastion est le maillon faible, a convenu Elias. Mon détective privé enquête déjà sur ses finances, mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'une confession ou d'une trace numérique. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un message vocal de ma mère. Elias a levé la main. Ne répondez pas, laissez aller à la messagerie vocale. Chaque mot qu'ils disent à partir de maintenant est une preuve. Nous avons écouté le message ensemble. Joseph, réponds au téléphone. Tu es égoïste. Nous sommes au commissariat, essayant de calmer les choses, mais ils disent qu'il y a un rapport déposé. Est-ce toi qui as fait ça? Après tout ce que nous avons fait pour toi, si tu ruines la vie de Julien, ne t'avise pas de rentrer à la maison pour Noël. Nous te couperons les ponts. L'héritage, la maison, tout ira à Julien. Ne nous mets pas à l'épreuve. Elias a haussé un sourcil. Chantage. Sympa. Extorsion impliquant un héritage. C'est utile. Il menace de me rayer du testament, ai-je dit, sentant une douleur sourde dans ma poitrine. Qu'il le fasse, a dit Elias. Quand nous aurons terminé, Julien n'aura plus un sou à hériter, et vos parents seront trop occupés à payer des frais de justice pour s'inquiéter d'un testament. Le plan a été formé. Je ne retournais pas à mon appartement. Ce n'était pas sûr. Magnus avait organisé une suite dans un de ses hôtels, une maison sûre en quelque sorte. J'ai été libéré le lendemain matin. J'ai quitté l'hôpital par la sortie arrière pour éviter mes parents qui campaient dans le hall. Assis à l'arrière de la voiture de fonction de Magnus, regardant la ville défiler, j'ai senti un changement. Le petit frère effrayé qui cherchait désespérément l'approbation était mort dans ce restaurant. L'homme assis dans la voiture était froid. Il était calculateur. J'ai pris mon téléphone. J'avais des appels manqués de Julien. Des messages textes aussi. Julien, arrête de m'ignorer, le taré. Julien, maman pleure. C'est de ta faute. Julien, accepte l'accord. Je te donne 10 000 $ en espèces. Dis juste aux flics que c'était une erreur. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai envoyé ça à Elias. Chauffeur, ai-je dit, emmenez-moi à l'hôtel. J'ai du travail à faire. J'ai passé les 3 jours suivants dans cette suite d'hôtels, la transformant en salle de guerre. J'ai utilisé mes compétences, la patience d'un restaurateur. J'ai passé au peigne fin les réseaux sociaux de Julien. J'ai regardé les photos étiquetées du restaurant. J'ai trouvé quelque chose. Une photo postée par une blogueuse culinaire il y a 3 semaines. Elle était chez Itoili. En arrière-plan, flou mais reconnaissable, 2 hommes se disputaient près de la porte de la cuisine. J'ai zoomé. J'ai amélioré l'image en utilisant le logiciel que j'utilise pour clarifier le texte effacé sur les manuscrits. C'était Julien et le chef Bastion. Et Julien lui tendait une épaisse enveloppe blanche. Ce n'était pas la preuve de l'empoisonnement, c'était vieux de 3 semaines, mais cela prouvait une relation antérieure. Cela prouvait une transaction. Je l'ai transmis à Elias. On le tient. Mais le véritable tournant est venu de l'endroit le plus inattendu, Andy, le serveur terrifié. Il m'a envoyé un message sur Facebook, via un faux compte. Monsieur Sterling. J'ai vu ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à dormir. Ils m'ont dit de me taire, sinon je perdrais mon emploi. Mais j'ai un enregistrement. Mon cœur s'est emballé. Quel enregistrement, ai-je tapé en retour? L'interphone de la cuisine. Le chef a oublié de l'éteindre quand votre frère est revenu vérifier la soupe. Ça s'est enregistré dans le système cloud. Le directeur a supprimé la vidéo, mais il a oublié la sauvegarde audio. J'ai fait une copie avant de démissionner ce matin. J'ai immédiatement appelé Elias. Nous avons la preuve irréfutable. La tempête se préparait. Et Julien, assis dans son appartement de luxe, pensant probablement qu'il s'en était tiré, n'avait aucune idée que le ciel était sur le point de lui tomber sur la tête. Le fichier audio envoyé par Andy était granuleux, rempli du cliquetis des casseroles et du sifflement de la vapeur, mais les voix étaient indéniables. C'est fait? C'était Julien, impatient, arrogant. Monsieur Sterling, s'il vous plaît.
C'est dangereux. S'il a une réaction. C'était le chef Bastion. Je ne te paie pas pour être docteur, Bastion. Je te paie pour éponger tes dettes de je mets juste cette putain d'huile. Je veux qu'il suffoque avant que les amuse-gueules ne soient débarrassés. Je veux qu'il s'en aille. Tu comprends? Qu'il s'en aille. Il n'a pas dit malade. Il n'a pas dit gêné. Il a dit qu'il s'en aille. J'étais assis dans la suite d'hôtel, jouant ce clip de 10 secondes encore et encore. Chaque répétition était un clou dans le cercueil de mon amour pour mon frère. Il voulait ma mort. Il voulait que je disparaisse pour s'assurer de son héritage, de sa place sous les feux de la rampe. C'est une tentative de meurtre prémédité, a dit Elias, sa voix sombre au téléphone. Avec la piste financière que mon détective privé a trouvée, Julien a transféré 15 000 $ à une société écran liée au bookmaker de Bastion le jour après la fête. Nous l'avons en flagrant délit. Alors, nous l'arrêtons, ai-je demandé. Pas encore, a dit Elias. Si nous l'arrêtons maintenant, vos parents vont dépenser chaque centime qu'ils ont pour sa défense. Ils prétendront que l'audio est un deepfake. Ils vont traîner ça en longueur pendant des années. Nous devons les briser. Nous devons les réunir dans une pièce et démanteler leur réalité. La médiation, ai-je réalisé. Exactement, a dit Elias. Nous les invitons à une conférence de règlement. Nous les laissons penser que nous cherchons un paiement. Nous les laissons devenir arrogants, puis nous faisons tomber le coup près. La réunion a été fixée à vendredi au cabinet d'Elias, un terrain neutre. Dans les jours qui ont précédé, le harcèlement de ma famille s'est intensifié. Ma mère est passée des supplications à la cruauté. Elle laissait des messages vocaux me traitant de parasite ingrat. Mon père a envoyé des courriels me menaçant de me poursuivre en diffamation si je ne présentais pas d'excuses publiques à Julien. Ça faisait mal, je ne vais pas mentir. C'était comme une amputation sans anesthésie. C'étaient les gens qui m'avaient élevé. Mais en écoutant ces messages vocaux, j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas élevé, ils m'avaient juste logé. Je me suis concentré sur mon travail. Magnus avait envoyé des numérisations de la collection de la bibliothèque. M'immerger dans les reliures du XVIIe siècle, l'odeur du papier virtuel, m'a gardé sain d'esprit. Cela m'a rappelé que j'avais un avenir qui ne les incluait pas. Jeudi soir, la veille de la confrontation, je n'arrivais pas à dormir. Je me tenais sur le balcon de l'hôtel, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. C'était Julien. À demain, petit frère. Apporte un stylo. Tu vas signer tout ce que nous mettrons devant toi, ou je jure devant Dieu que je te ruinerai. Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri. La confiance de l'ignorant est une chose dangereuse. J'ai appelé Andy, le serveur. Es-tu prêt pour demain? J'ai peur, monsieur Sterling, a dit le gamin. Ne le sois pas, lui ai-je dit. Tu es le héros de cette histoire, Andy. Dis juste la vérité. J'ai appelé le détective privé. Avez-vous les relevés bancaires de mes parents? Oui, a grogné le détective privé. C'est moche, Joseph. Ils ont puisé dans ton fonds universitaire, celui que ta grand-mère t'a laissé, pendant des années. Ils l'ont utilisé pour payer les versements de voiture de Julien. Il ne reste presque rien. Un engourdissement froid m'a envahi. L'héritage de ma grand-mère. L'argent qu'elle avait promis pour m'aider à démarrer mon propre atelier. Volé, siphonné dans le trou noir de la vanité de Julien. Apportez tout, ai-je dit. Apportez absolument tout. Le lendemain matin, j'ai mis mon meilleur costume, pas celui bon marché que je portais à la fête. Un costume bleu marine sur mesure que Magnus avait insisté pour m'acheter. Une armure, il l'avait appelée. Je me suis regardé dans le miroir. L'urticaire sur mon cou s'était estompé. Le gonflement avait disparu. L'homme qui me fixait n'était plus la victime. J'ai saisi la mallette contenant la clé audio, le rapport toxicologique, les relevés bancaires et la déclaration sous serment d'Andy. Je suis sorti. Il était temps d'aller à la guerre. La salle de conférence de Vance et Associés était faite de verre et d'acier. Elle était froide, intimidante, parfaite. Mes parents et Julien étaient déjà là quand je suis entré avec Elias. Julien était affalé sur sa chaise, l'air ennuyé. Mes parents étaient assis raidement, leur visage masqué par la désapprobation. Enfin, a dit Julien, regardant sa Rolex.
Finissons en. J'ai une réservation pour le déjeuner. Bonjour, Julien. Mère, père, ai-je dit, prenant mon siège en face d'eux. Sautons les plaisanteries, a dit mon père, se penchant en avant. Il a posé un chéquier sur la table. Nous sommes prêts à t'offrir $5000 pour couvrir ta franchise médicale et le travail manqué. En échange, tu signes un accord de non-divulgation, tu retires ton rapport de police et tu publies une déclaration disant que c'était une réaction allergique causée par ta propre négligence. Et, a ajouté Julien, avec un sourire narquois, tu t'excuses publiquement auprès de moi sur Facebook pour la scène que tu as provoquée. J'ai regardé le chéquier. $5000. Ma vie valait $5000 pour eux. Elias a ricané. C'était un son sec, sans humour. Monsieur Sterling, je crois que vous êtes confus. Nous ne sommes pas ici pour mendier des miettes. Prends-le ou laisse-le, a claqué ma mère. Joseph, ne sois pas gourmand. Nous sommes la famille. La famille pardonne. La famille avance. Famille, ai-je répété. Comme quand vous avez utilisé l'héritage de ma grand-mère pour payer la Porsche de Julien? Mon père s'est figé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elias a fait glisser un document sur la table. Les relevés bancaires. Nous savons tout, Alistair. Le détournement de fonds fiduciaires. La fraude. Mais c'est un procès séparé. Aujourd'hui, nous parlons de tentative de meurtre. Oh, arrêtez avec ces bêtises de meurtre, Julien a claqué sa main sur la table. C'était une blague. C'était de l'huile. Personne ne meurt d'une soupe. Moi, si, ai-je dit doucement. Tu es théâtral, a ricané Julien. Tu l'as toujours été. Monsieur Vance, ai-je dit. Lance-le. Elias a connecté son ordinateur portable au système de haut-parleur de la pièce. Il a appuyé sur Play. Le grésillement a rempli la pièce, puis les voix. Je veux qu'il suffoque. Je veux qu'il s'en aille. La couleur a quitté le visage de Julien si rapidement qu'on aurait dit qu'il allait s'évanouir. Ma mère a haleté, se couvrant la bouche. Mon père s'est affalé sur sa chaise. C'est sorti de son contexte, a bégayé Julien, la sueur perlait sur son front. C'est un faux. Généré par l'IA. C'est authentifié, a dit Elias d'un ton suave. Et nous avons la déclaration sous serment du chef Bastion. Il est devenu témoin de l'accusation ce matin pour éviter la prison. Il nous a tout dit, Julien. Le pot de vin, la dette, l'intention. Julien a regardé ses parents, la panique s'installant. Maman, papa, faites quelque chose. Ma mère m'a regardé, les yeux écarquillés. Joseph, s'il te plaît. C'est ton frère. Il ne voulait pas dire ça. Il était juste stressé. Stressé? Je me suis levé. Il a payé un homme pour m'empoisonner, et vous saviez qu'il en était capable. Vous avez toujours su ce qu'il est. Nous pouvons arranger ça, a dit mon père, sa voix tremblante. Nous pouvons payer plus. $20 000? $50 000? Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit. Je veux la justice. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Mes parents se sont retournés et leur mâchoire est tombée. Magnus Thorne est entré. Il n'était pas seul. Il était flanqué de 2 policiers et de son propre conseiller juridique d'entreprise. Monsieur Thorne, a couiné Julien. Magnus n'a même pas regardé Julien. Il a regardé mon père. Alistair. Béatrice. Je suis déçu. Je pensais que vous éleviez une famille, pas une entreprise criminelle. Monsieur Thorne, s'il vous plaît, a supplié mon père, se levant. C'est un malentendu. Nous pouvons gérer ça en interne. Ce n'est plus entre vos mains, a dit Magnus. Thorne Global a déposé plainte contre Julien Sterling pour sabotage d'entreprise et atteinte à la réputation, mais ce n'est pas le moindre de ses soucis. Magnus s'est tourné vers les policiers. Officier, c'est lui. Les officiers se sont avancés. Julien Sterling, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, sollicitation d'agression et falsification de preuves. Non, a hurlé Julien alors qu'il lui attrapait les bras. Maman, papa, aidez-moi. Ne les laissez pas m'emmener. Ma mère s'est jetée sur les officiers. Vous ne pouvez pas le prendre.
C'est un bon garçon. Joseph, dis-leur. Dis-leur d'arrêter. Elle a saisi mes revers, me secouant. Joseph, arrête ça. C'est ton frère. Comment peux-tu être si cruel? Je lui ai gentiment retiré ses mains de mon costume. Je l'ai regardé dans les yeux. Je ne suis pas cruel, mère, ai-je dit d'une voix posée. Je suis juste. Vous avez choisi votre favori. Maintenant vous devez le regarder payer le prix. Je te déteste, a-t-elle crié. J'aurais aimé que tu meures dans ce restaurant. La pièce est devenue silencieuse. Même les policiers se sont arrêtés. Mon père a regardé sa femme sous le choc. Magnus semblait prêt à démolir le bâtiment. Mais moi, je n'ai rien ressenti. Ni douleur, ni surprise, juste un clic de rupture finale. Je sais, ai-je dit. Et c'est pourquoi je ne vous parlerai plus jamais. Ils ont traîné Julien dehors, donnant des coups de pied et hurlant comme l'enfant qu'il a toujours été. Mes parents se sont effondrés sur des chaises, sanglotant. Pas pour moi, mais pour la perte de leur enfant en or. Magnus s'est approché de moi. Il a posé une main sur mon épaule. Ça va? Oui, ai-je dit. Et pour la première fois en 32 ans, je le pensais. Je suis libre. Allons-y, a dit Magnus. Nous avons une bibliothèque à construire. Je suis sorti de cette pièce sans regarder en arrière. Les conséquences ont été rapides et brutales. Parce que Magnus Thorn était impliqué, l'histoire a fait la une des journaux. Un cadre empoisonne son frère pour un héritage. C'était partout. Le visage de Julien était placardé aux nouvelles du soir, non pas comme l'étoile montante des relations publiques, mais comme un exemple de cupidité. La caution de Julien a été fixée à 500 000 $. Mes parents ont vidé leur compte de retraite, hypothéqué leur maison et vendu leur chalet de vacances pour le faire sortir, mais cela n'a pas servi à grand-chose. La preuve était accablante. Elias Vance, fidèle à sa parole, n'a pas lâché. Nous avons intenté une action civile en dommages et intérêts parallèlement à l'affaire pénale. Nous sommes allés chercher tout. Julien a été contraint de vendre son appartement du centre-ville. Il a vendu la voiture de sport TAP à accent Graveleuil. Il a vendu ses montres de créateur. Il est retourné vivre chez mes parents, dans sa vieille chambre d'enfant. J'ai entendu dire que l'atmosphère dans cette maison était toxique. Mon père a blâmé ma mère d'avoir gâté Julien. Ma mère a blâmé mon père de lui avoir mis la pression, et ils m'ont blâmé tous les deux, mais ils ne pouvaient pas m'atteindre. J'avais changé mon numéro. J'avais emménagé dans un nouvel appartement, un magnifique loft avec contrôle climatique, parfait pour mes livres, payé par ma prime de signature avec Magnus. 3 semaines après l'arrestation, j'étais dans mon nouvel atelier, restaurant soigneusement un exemplaire d'Hamlet endommagé par l'eau. Le silence était paisible. Mon assistante, une jeune diplômée brillante nommée Émilie, m'a appelé à l'interphone. « Joseph, il y a quelqu'un qui veut vous voir. » Un certain Alistair Sterling. J'ai fait une pause. Ma main est restée au-dessus de la page. Dites-lui que je suis occupé. Il dit qu'il veut juste parler. Il dit qu'il est désolé. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à l'homme qui lisait un magazine pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. J'ai pensé à l'homme qui m'avait offert 5 000 $ pour oublier ma propre tentative de meurtre. Dites-lui que je dis que s'il ne quitte pas la propriété dans les 5 minutes, j'appelle la police pour intrusion. Et Émilie, dites-lui que je ne suis plus son fils. Je suis juste le plaignant. Quelques minutes plus tard, j'ai regardé par la fenêtre mon père regagner sa voiture. Il avait l'air vieux, vaincu. Il conduisait maintenant une berline cabossée, et non plus le VUS de luxe qu'il exhibait. Il a levé les yeux vers ma fenêtre. Je n'ai pas salué. J'ai juste fermé les stores. Julien a finalement accepté un accord de plaidoyer. 5 ans de prison pour agression grave et mise en danger imprudente. Il a évité l'accusation de tentative de meurtre en se retournant complètement contre le chef, affirmant que Bastion avait mal compris les instructions, mais l'enregistrement audio a garanti qu'il ne s'en sorte pas. 5 ans. Il aurait 40 ans à sa sortie. Criminel, fauché, déshonoré. L'enfant en or s'était transformé en rouille. Je suis retourné à mon travail. Le livre devant moi était endommagé, oui. Le dos était brisé. Les pages étaient tachées. Mais avec du temps, avec des soins, avec les bons outils,
il pouvait être sauvé. Il pouvait redevenir beau. Tout comme moi. Le silence qui suit une tempête est souvent plus bruyant que le tonnerre lui-même. Pendant les 3 premiers mois après le procès, j'ai vécu dans un état d'hypervigilance. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur sautait dans ma gorge, m'attendant à une menace de Julian ou à un sentiment de culpabilité de ma mère. Mais le téléphone ne vibrait plus de menaces. Il vibrait de notifications de mon avocat, Elias, me transmettant la finalisation des paiements du règlement. C'était terminé, légalement du moins. Mais émotionnellement, j'étais debout dans les décombres d'un bâtiment vieux de 30 ans, essayant de comprendre comment poser la première brique de quelque chose de nouveau. J'ai pris les 900 000 $ du règlement provenant de la liquidation de l'ego de mon frère et de la complaisance de mes parents, et j'ai fait un vœu. Pas un seul centime de cela ne serait dépensé en frivolité. Cet argent était de l'argent du sang, littéralement. J'avais failli en mourir. Alors, j'allais le transformer en forteresse. J'ai trouvé un vieil entrepôt textile abandonné dans le quartier des Arts. C'était un désastre, briques apparentes, tuyaux qui fuyaient, poussière assez épaisse pour y écrire son nom. Mais la lumière qui entrait par les fenêtres industrielles orientées au nord, était parfaite. C'était le genre de lumière douce et indirecte dont vous avez besoin pour examiner un vélin du XVIIe siècle sans endommager l'encre. Êtes-vous sûr de ça, Joseph, m'avait demandé Elias, ses chaussures craquant sur les débris lors de notre visite. Vous pourriez acheter un appartement dans les collines. Vous pourriez prendre votre retraite pendant quelques années. Je ne veux pas prendre ma retraite, lui ai-je dit, passant ma main sur une poutre en acier rouillé. Je veux travailler. Je veux construire quelque chose que personne d'autre que moi ne pourra s'attribuer le mérite. Je l'ai nommé Sterling Préservation. Pas des fils, juste moi. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon de construction et de chimie. J'ai embauché une équipe d'entrepreneurs pour transformer cet entrepôt en un laboratoire à la pointe de la technologie. J'ai installé des systèmes de contrôle climatique qui maintenaient l'humidité à un constant 45%. J'ai construit un coffre-fort sécurisé pour les manuscrits les plus rares. Et puis, j'ai embauché mon équipe. Je n'ai pas embauché en fonction des CV ou des diplômes d'Ivy League. J'ai embauché Emily, une étudiante diplômée endettée jusqu'au cou, mais dont les mains étaient si stables qu'elle pouvait enfiler une aiguille dans un ouragan. J'ai embauché David, un homme tranquille qui avait été renvoyé d'un musée pour avoir passé trop de temps sur les détails. J'ai embauché les parias, ceux qui, comme moi, avaient juste besoin d'une chance de prouver leur valeur. Les affaires n'ont pas coulé à flot, elles ont inondé. Avec Magnus Storm comme référence principale, les portes du monde élitiste de la collection haut de gamme se sont ouvertes. Magnus n'était pas seulement un client, il est devenu mon champion. Il m'a confié le contrat de conservateur de la bibliothèque privée Thorne, un contrat valant 200 000 $ par an à lui seul. Mais plus que l'argent, il m'a donné sa réputation. C'est le chirurgien du papier, a dit Magnus au conseil d'administration du musée de la ville lors d'un gala auquel j'ai assisté. Il a sauvé ma bibliothèque, et franchement, il a plus d'intégrité dans son petit doigt que la plupart des gens dans tout leur corps. Entendre ça, entendre quelqu'un parler de moi avec fierté, me semblait étranger. C'était une langue que je n'avais pas encore apprise à parler, mais j'étais en train d'apprendre. Pendant ce temps, l'empire de la famille Sterling s'effondrait en poussière. Je ne cherchais pas de nouvelles d'eux, mais à l'ère d'Internet, on ne peut pas l'éviter. Et franchement, une partie de moi, la partie qui était toujours en colère, voulait savoir. La chute de Julian fut absolue. L'enfant en or ne s'était jamais entendu dire « non » de sa vie. La prison a donc été un choc pour son système qu'il n'a pas pu gérer. J'ai appris par Elias que Julian était en détention préventive parce qu'il ne pouvait pas tenir sa langue en population générale. Il essayait toujours de faire du réseautage avec d'autres détenus, essayant toujours d'agir comme le caïd. Ça ne marchait pas. Mais le vrai coup est venu de sa vie personnelle. Sa femme, une femme qui m'avait toujours regardé comme si j'étais le domestique, n'est pas restée pour les heures de visite. Elle a demandé le divorce 3 mois après le début de sa peine. Elle a pris les enfants. Elle a pris les actifs restants qui n'avaient pas été saisis par le tribunal. Et mes parents, ce fut la tragédie, ou peut-être la comédie. Ils avaient tout misé sur Julian. Ils avaient mis en gage leur maison, leur retraite et leur réputation pour payer sa défense. Convaincus qu'il battrait les accusations et se remettrait à gagner des millions. Lorsqu'il a plaidé coupable pour éviter une peine plus longue, leur investissement s'est évaporé.
Ils ont perdu la maison. La grande maison victorienne où j'avais passé mon enfance à me sentir invisible a été vendue aux enchères pour rembourser la banque. J'ai vu l'annonce en ligne. Les photos montraient des pièces vides, la peinture qui s'écaillait, le jardin envahi. On aurait dit un cadavre. Je pensais être en sécurité. Je pensais que les ordonnances d'interdiction et les murs légaux qu'Elias avait construits étaient suffisants. Mais le désespoir est un puissant moteur. C'était un mardi pluvieux de novembre. J'étais à l'atelier, travaillant tard sur un exemplaire de Gatsby le Magnifique endommagé par l'eau. La pluie frappait les lucarnes, un tambourinement rythmé qui m'aidait habituellement à me concentrer. La sonnette du portail a retenti. J'ai vérifié le moniteur de sécurité. Il était 20 heures. Tout le monde était rentré chez soi. Sur l'écran noir et blanc granuleux, j'ai vu une vieille berline tourner au ralenti à la porte. Une voiture qui avait connu des jours meilleurs. Une silhouette est sortie. Il était courbé, tenant un journal au-dessus de sa tête pour se protéger de la pluie. C'était mon père. J'ai figé. Mon premier instinct fut le vieux, courir. Se cacher. Ne pas le contrarier. Mon deuxième instinct fut le nouveau, appeler la police. Mais ensuite, j'ai vu la portière passager s'ouvrir. Ma mère est sortie. Elle ne portait pas son manteau de fourrure habituel. Elle portait un mince imperméable. Elle avait l'air petite. Je ne les ai pas fait entrer. Je suis descendu jusqu'au quai de chargement. J'ai gardé la lourde grille d'acier entre nous. Joseph a appelé mon père quand il m'a vu. Il semblait soulagé, ce qui m'a retourné l'estomac. Joseph, Dieu merci. La sonnette. On pensait qu'elle était cassée. Je suis resté là, les bras croisés, la pluie brumisant mon visage. Elle n'est pas cassée. Je n'ai juste pas ouvert. Fils, s'il te plaît, a dit ma mère, s'approchant des barreaux. Son mascara coulait. Il fait un froid de canard ici. Laisse-nous entrer. Nous voulons juste parler. Vous pouvez parler d'ici, ai-je dit. Ma voix était calme, effrayamment calme. Que voulez-vous? Nous avons besoin d'aide, Joe, a dit mon père, essayant de retrouver un peu de son ancienne autorité, mais échouant lamentablement. Le motel. C'est terrible. On ne peut pas vivre comme ça. Nous sommes tes parents. Nous avons juste besoin d'un prêt, a interjeté ma mère, ses yeux s'écarquillant sur mon immense atelier visible à travers les portes vitrées derrière moi. Nous avons vu l'article dans le Times sur ton nouveau contrat. Tu t'en sors si bien. Nous sommes si fiers de toi. Fiers? Le mot avait un goût de bile. Vous êtes fiers, ai-je demandé. Êtes-vous fiers d'avoir survécu au poison que vous avez essayé de dissimuler? Ou êtes-vous fiers que j'ai de l'argent maintenant? Ce n'était pas comme ça, a pleuré ma mère. Nous essayions juste de protéger la famille. Julien a fait une erreur, mais il est toujours ton frère. Et maintenant, il est dans cet endroit horrible et nous n'avons rien. Nous n'avons personne. Vous avez l'un l'autre, ai-je dit. Et vous avez les conséquences de vos choix. Joseph, ne sois pas cruel, a claqué mon père, le masque glissant pendant une seconde. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu nous dois. Je vous dois. J'ai ri. C'était un son sombre et déchiqueté qui résonnait dans le quai de chargement vide. Je vous dois pour les années de négligence. Je vous dois pour m'avoir fait sentir comme un fardeau dans ma propre maison. Je vous dois pour les factures de thérapie que je vais payer pour le reste de ma vie. Je me suis approché des barreaux. J'ai calculé. Le règlement que j'ai obtenu, c'était le prix de mon silence. Vous l'avez payé. Nous sommes quittes. En fait, non. Vous avez volé mon fonds universitaire pour acheter la première voiture de Julien, donc techniquement, vous me devez toujours. Nous sommes vieux, Joseph, a sangloté ma mère, agrippant les barres d'acier froides. Où sommes-nous censés aller? Je ne sais pas, ai-je dit. Mais vous ne pouvez pas rester ici. C'est mon sanctuaire, et vous êtes la pollution. Je me suis retourné. Joseph, si tu t'en vas, n'ose plus jamais te dire notre fils, a crié mon père. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. J'ai cessé d'être votre fils la nuit où vous m'avez regardé suffoquer et m'avez dit de me taire, ai-je dit par-dessus mon épaule. Je suis juste celui qui vous a survécu.
Je suis rentré à l'intérieur et j'ai appuyé sur le bouton pour fermer les lourds volets métalliques. La dernière chose que j'ai entendue fut le bruit de ma mère frappant la grille, criant mon nom. Je suis retourné à mon établi. Mes mains tremblaient légèrement, mais j'ai repris mes outils. J'ai regardé la page déchirée de Gatsby le Magnifique devant moi. Ainsi nous luttons, bateau contre le courant, ramenés sans cesse vers le passé. Pas moi, ai-je chuchoté à la pièce vide. J'avance. La semaine suivante, j'ai engagé une société de sécurité privée pour monter la garde au portail. Ils ne sont jamais revenus. Un mois plus tard, j'ai reçu le prix de la restauration de l'année des Archives nationales. Debout sur cette scène, tenant le lourd trophée de verre, regardant une mer d'applaudissements, j'ai vu Magnus au premier rang. Il m'a fait un pouce levé. J'ai réalisé alors que la famille n'est pas une question d'ADN partagé. C'est une question de savoir qui applaudit pour vous quand vous gagnez et qui tient le seau quand vous êtes malade. J'avais trouvé ma famille. Et pour la première fois en 33 ans, je ne faisais pas que survivre. Je vivais. Cela fait 1 an depuis cette nuit à la grille. Je suis assis dans ma bibliothèque personnelle à la maison maintenant. C'est calme ici. J'ai un chien qui dort à mes pieds, un bâtard de refuge nommé Barnaby. Il a 3 pattes et une oreille cicatrisée, mais c'est la créature la plus heureuse que j'ai jamais rencontrée. Nous sommes un ensemble assorti, lui et moi. Julien est toujours en prison. Je ne lui rends pas visite. Je n'écris pas. Mes parents sont quelque part. Je pense qu'ils ont déménagé en Floride pour vivre avec une tante éloignée qui ne connaît pas encore toute l'histoire. Je n'ai pas vérifié. Leur ombre ne s'étend plus assez loin pour me toucher. Les gens me demandent si je leur ai pardonné. C'est une question qui m'empêchait de dormir. Le pardon est un mot délicat. Les gens pensent que le pardon signifie la réconciliation. Ils pensent que cela signifie ouvrir la porte et laisser le loup rentrer parce que le loup a dit « Je suis désolé ». Je n'ai pas fait ça. Mais je me suis pardonné. J'ai pardonné au petit garçon qui se sentait insuffisant. J'ai pardonné à l'adolescent qui ne s'est pas défendu plus tôt. J'ai pardonné au jeune homme qui voulait désespérément l'approbation de sa mère. Je regarde les livres sur mes étagères. Mon travail consiste à prendre des choses qui sont cassées, déchirées, tachées et qui tombent en morceaux, et à les rendre entières à nouveau. Mais voici le secret de la restauration. Vous n'essayez jamais de cacher complètement la réparation. Il existe un art japonais appelé kintsugi où la poterie brisée est réparée avec de la laque d'or. L'idée est que la rupture fait partie de l'histoire de l'objet. La fissure ne le rend pas laid, l'or le rend unique. Cela le rend plus fort qu'il ne l'était auparavant. Ma famille m'a brisé. Ils m'ont brisé en 1000 morceaux sur le sol d'un restaurant chic. Mais j'ai ramassé ces morceaux. Je les ai recollés avec le respect de moi-même, avec le travail acharné, avec l'aide de vrais amis comme Magnus et Elias. Et maintenant, je ne suis plus la même tasse qu'avant. Je suis différent. Je suis plus dur. Mais j'ai aussi plus de valeur. La cicatrice sur ma gorge là où il y avait l'urticaire, c'est ma laque d'or. Le souvenir de la trahison de mon frère, c'est le feu qui a durci l'argile. J'ai décroché le téléphone hier. C'était Magnus. Prêt pour le nouveau projet, a-t-il demandé. L'étui de transport de la déclaration d'indépendance. Le gouvernement vient de vous approuver. Je suis né prêt, ai-je dit. Et je l'étais. Avant de conclure, je veux vous parler directement. Oui, vous qui écoutez ceci dans votre voiture, ou pendant que vous pliez le linge, ou peut-être allongé dans votre lit, vous sentant coincé. Cette histoire n'était pas seulement une histoire d'empoisonnement ou de procès. C'était une histoire sur le pouvoir de partir. On nous apprend dès le plus jeune âge qu'abandonner est pour les perdants. On nous apprend que la loyauté est la plus haute vertu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris de la manière la plus difficile possible, la loyauté envers une personne toxique n'est pas une vertu, c'est de l'autodestruction. Vous ne pouvez pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu malade. Vous ne pouvez pas réparer une relation tout seul. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de vous battre, d'expliquer, ou d'essayer une fois de plus. La chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de faire vos valises, de verrouiller la porte et de partir sans regarder en arrière. Il existe un concept en économie appelé coût d'opportunité. Chaque minute que vous passez à essayer de plaire à des gens qui ne seront jamais satisfaits est une minute que vous ne passez pas à trouver des gens qui vous aimeront pour qui vous êtes.
Chaque dollar que vous dépensez pour réparer leurs erreurs est un dollar que vous n'investissez pas dans vos propres rêves. Ne laissez pas votre coût irrécupérable, les années que vous avez déjà investies, vous garder piégé. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez construire une sterling préservation de votre propre vie. Peu importe si vous avez 20, 40 ou 60 ans.